La grande salle de l'Assemblée galactique vibrait de vacarme tandis que les représentants de plus de 200 espèces extraterrestres prenaient place. Aujourd'hui, ils allaient décider du sort d'une planète récemment découverte, la Terre. Le commandant Vexful, un grand reptilien aux écailles sombres et aux yeux jaunes, s'avança vers l'estrade. Ses griffes claquèrent sur le métal tandis qu'il chargeait sa présentation. Mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée, commença-t-il d'une voix grave et froide. Nous avons étudié les transmissions de cette planète Terre pendant 20 cycles. Ce que nous avons découvert est profondément troublant. L'écran derrière lui montrait des images de guerre, d'armes et de violences humaines. Ces humains dépensent plus de ressources en armes que la plupart de nos espèces réunies. Ils se sont livrés des guerres pour des territoires, des ressources et même des idées. Divisés en nations qui se menacent constamment, ils s'aventurent désormais au-delà de leur propre monde. Dans une petite cellule de détention à bord du vaisseau draconien en orbite autour de la station de rassemblement, deux humains suivaient les événements sur un petit écran. Greg Harper, un homme aux cheveux bruns courts et au regard fatigué, se tenait près de l'écran. Son uniforme était froissé par ses jours de captivité. À côté de lui, le capitaine Lisa Winters arpentait la petite pièce, ses cheveux blonds fermement attachés en arrière. « C'est terrible », murmura Greg. « Vraiment terrible. » De retour dans la salle de réunion, un gentil extraterrestre bleu à 4 bras se leva pour prendre la parole. C'était l'ambassadeur L'Homme Hera des Lumériens, connu pour leur pacifisme. « Commandant, les humains ont-ils manifesté une quelconque agressivité directe envers d'autres espèces? Ont-ils attaqué quelqu'un au-delà de leur monde ?» demanda l'homme Aran. Vextul ricana. « Ils n'en ont pas encore eu l'occasion, mais leur histoire est claire. Ils résolvent les problèmes par la violence. Attendriez-vous qu'ils développent des vaisseaux et des armes plus rapides avant d'agir? » D'autres images défilèrent à l'écran. Explosions nucléaires, chars, avions de chasse. « Je propose que nous agissions maintenant. » Poursuivit Vextul. « Nous avons la technologie pour contrôler leur planète. Nous pouvons les asservir, utiliser leurs ressources et leur travail, et surtout, les empêcher de menacer la paix galactique. » La salle s'ouvrit en cris et en débats. Certaines espèces acquiescèrent immédiatement. D'autres semblèrent hésitantes. Dans leurs cellules, Lisa cessa de faire les 100 pas. Ils ne peuvent pas simplement voter pour asservir une planète entière. Il doit y avoir des lois contre cela. Greg secoua la tête. Nous ne sommes pas membres de leur assemblée. Nous n'avons aucun droit ici. Après des heures de débat, le chef de l'assemblée appela au vote. Une par une, chaque espèce donna son avis. Les draconiens votèrent pour l'esclavage. La coalition Proxima vota pour l'esclavage. Espèce après espèce, elle approuva. Seuls les Lumériens se sont abstenus, leur visage bleu attristé par les résultats. Le vote est terminé, a annoncé le président de l'Assemblée. Avec une seule abstention, la motion est adoptée. La Terre sera classée comme une menace pour la sécurité galactique. Une flotte d'invasion partira d'ici 10 cycles pour sécuriser la planète et sa population. Les extraterrestres s'acclamèrent et se félicitèrent. Des plans étaient déjà en cours d'élaboration pour répartir les ressources de la Terre. Dans leurs cellules, Greg frappa le mur du poing. « Il faut prévenir la Terre. »« Comment ?» demanda Lisa. « Nous sommes enfermés ici, et la Terre est à des années-lumière. » Greg sortit de sa botte un petit appareil qu'il avait fabriqué à partir de pièces volées à leur garde pendant des semaines de captivité. « J'ai travaillé dessus. Ça pourrait peut-être envoyer un message via leur système de communication. » Lisa regarda la porte. « Le garde sera bientôt de retour. Il faut y aller. » Greg acquiesça et commença à utiliser l'appareil, le connectant à un panneau près de la porte de leur cellule. Après 1 minute de tension, la porte s'ouvrit. Ils avancèrent rapidement dans les couloirs, évitant les patrouilles. Ils trouvèrent la salle de communication sans surveillance. Tout l'équipage célébrait le vote. Lisa montait la garde tandis que Greg s'affairait aux commandes. « Envoi immédiat », murmura-t-il.
Le message était bref. Invasion imminente. Toutes les espèces avaient voté. Préparez-vous. Au moment même où le message était envoyé, des alarmes retentirent dans le vaisseau. Leur fuite avait été découverte. Des pas lourds s'approchèrent de la salle de communication. Gray et Lisa échangèrent un regard, sachant qu'ils seraient surpris. Mais ils avaient en effet ce qu'ils pouvaient. La Terre avait été prévenue. La salle du Conseil de sécurité des Nations Unies était silencieuse après la diffusion du message. 12 hommes et femmes étaient assis autour de la grande table, le visage blême sous le choc. L'avertissement de Greg et Lisa avait atteint la Terre, et il leur fallait maintenant décider quoi faire. Le général Alan Mitchell se leva. Il était grand, avec des cheveux gris et un visage sévère. Son uniforme était orné de nombreuses médailles pour ses années de service. « Nous avons la confirmation que ce n'est pas une blague », dit-il. Nos moniteurs de l'espace lointain ont détecté de gros vaisseaux se dirigeant vers notre système solaire. Il nous reste 10 jours maximum avant leur arrivée. Une femme aux cheveux noirs et courts prit la parole. « Quelles options avons-nous, général? Notre défense spatiale se limite à quelques satellites. Nous n'avons rien qui puisse arrêter une invasion extraterrestre. » Hélène la regarda. « Ce n'est pas tout à fait vrai, directeur Reynolds. Il est temps d'activer le projet Thunderbolt. » Des fantômes emplirent la salle. La plupart des personnes présentes n'avaient jamais entendu parler du projet Thunderbolt. Catherine Reynolds hocha lentement la tête. « J'espérais que nous aurions plus de temps pour tester les systèmes. » Alain appuya sur un bouton et une carte 3D de la Terre apparut au-dessus de la table. Depuis 50 ans, nous procédons à la rétro-ingénierie de technologies issues de vaisseaux extraterrestres écrasés. En secret, nous construisions des systèmes de défense et les dissimulions un peu partout sur la planète. Des points lumineux sont apparus sur la carte, dans les montagnes, sous les océans et, bien visibles, dans les grandes villes. Nous devons faire appel à nos meilleurs scientifiques pour activer ces systèmes, a déclaré Catherine, et nous devons informer immédiatement tous les dirigeants mondiaux. En quelques heures, des avions volaient aux 4 coins du globe. Des scientifiques qui avaient travaillé en secret pendant des années étaient désormais mobilisés pour activer le réseau de défense caché. Dans un laboratoire au cœur des Rocheuses, les scientifiques Ethan Blackwood et Maria Rodriguez travaillaient avec frénésie. Ethan avait les cheveux noirs et portait des lunettes qui glissaient sur son nez pendant qu'il tapait. Maria avait de longs cheveux bruns attachés en arrière et ses doigts parcouraient rapidement les panneaux de contrôle. « Le système n'a jamais été conçu pour être activé d'un seul coup, » dit Maria d'une voix inquiète. « On ne sait pas si ça marchera. » Ethan ne leva pas les yeux de son écran. « On n'a pas le choix. Si on n'essaie pas, la Terre deviendra une planète esclave. » Partout dans le monde, des scènes similaires se sont déroulées. Dans des bunkers souterrains, des bases montagneuses et des installations insulaires secrètes, des scientifiques ont activé une technologie extraterrestre dormante. Les chaînes d'information du monde entier ont annoncé l'approche d'une menace extraterrestre. Au lieu de paniquer, les gens se sont rassemblés. D'anciens ennemis ont mis de côté leurs différends. Pour la première fois dans l'histoire, toutes les nations s'unirent contre une menace commune. Dans l'espace, la flotte extraterrestre se rapprochait. L'amiral Skrull se tenait sur le pont de son immense vaisseau, observant la planète bleue sur son écran. « Préparez les armes à impulsion électromagnétique », ordonna-t-il. Leur technologie primitive tombera en quelques secondes. Derrière lui, le commandant Vexfol souriait. L'Assemblée a eu raison de voter comme elle l'a fait. Ces humains feront d'excellents esclaves. De retour sur Terre, les derniers préparatifs étaient terminés. Ethan et Maria se tenaient dans la salle de contrôle avec le général Allen et la directrice Catherine. « Tous les systèmes sont opérationnels », rapporta Maria. « Le bouclier est prêt. » Allen observa le grand écran montrant la flotte en approche. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend.
Les vaisseaux extraterrestres sont entrés en orbite terrestre, se déployant pour encercler la planète. Sur chaque vaisseau, des armes se sont mises en marche. Des armes qui avaient déjà conquis des dizaines de mondes. L'amiral Skrull a donné l'ordre. Tirer la première vague. Des milliers d'impulsions électromagnétiques ont été lancées vers la Terre, destinées à désactiver toute l'électronique et à laisser la planète sans défense. Mais des impulsions électromagnétiques furent lancées vers la Terre, censées désactiver toute l'électronique et laisser la planète sans défense. Mais lorsque les impulsions atteignirent de l'atmosphère, un événement inattendu se produisit. Un bouclier bleu scintillant apparut, encerclant la planète entière. Les impulsions frappèrent le bouclier et rebondirent vers les vaisseaux extraterrestres. Plusieurs vaisseaux extraterrestres plus petits explosèrent aussitôt, touchés par leurs propres armes. Des alarmes retentirent dans toute la flotte d'invasion. « Impossible !» hurla Vexful. « Ce sont des primitifs. » L'amiral Skrull observa, incrédule, le bouclier se renforcer. Reculez. Tous les vaisseaux reculent. Mais il était trop tard. Le bouclier s'étendit, atteignant les vaisseaux les plus proches. Au contact, les vaisseaux extraterrestres se désintégrèrent, leur technologie neutralisée par les défenses terrestres. Sur Terre, des cisaillements éclatèrent dans la salle de contrôle. La première vague d'invasion avait échoué. « Ce n'est que le début », dit Alan, le visage grave. « Ils reviendront avec plus de vaisseaux et des armes différentes. Mais maintenant, ils savent. La Terre ne se laissera pas asservir aussi facilement. » L'amiral Skrull arpentait la passerelle de son vaisseau amiral endommagé. La moitié de la flotte d'invasion était détruite ou hors d'état de nuire. Les vaisseaux restants s'étaient repliés sur la face cachée de la Lune pour se regrouper. « Comment ont-ils fait ?» demanda-t-il. Nos rapports indiquaient qu'ils ne disposaient d'aucune technologie de défense avancée. Les écailles du commandant Vextul étaient devenues pâles de colère. Quelqu'un les avait aidés. Cette technologie de bouclier est similaire à celle utilisée par les Arcturiens. Un officier subalterne s'approcha avec un rapport. « Monsieur, nous avons détecté des signatures énergétiques autour de la planète. Ils possèdent des plateformes orbitales que nous n'avions pas vues auparavant. » Sur l'écran principal, de petits points apparurent, indiquant des plateformes de défense cachées en orbite terrestre. Elles étaient masquées jusqu'à leur activation. « Nous devons informer l'Assemblée », dit un assistant. « Non. » Vextal frappa une console de sa main griffue. « Nous allons écraser ces humains. Préparez la deuxième vague avec des armes lourdes. » Pendant ce temps, à bord du vaisseau amiral, Greg et Lisa étaient toujours retenus prisonniers, désormais en détention de haute sécurité. Ils sentaient le vaisseau trembler sous l'effet de la bataille. « Il se passe quelque chose », murmura Greg. « Ils ont dû recevoir notre message. » Lisa colla son oreille contre le mur. Les gardes paniquent. Je crois que la Terre riposte. Greg sourit pour la première fois depuis des jours. Alors, nous devons les aider. Si nous pouvons accéder à un terminal, nous pourrions peut-être perturber leur système d'ici. Lisa regarda la serrure de la porte. Je pense pouvoir court-circuiter ce panneau si tu arrives à distraire le garde. Sur Terre, les célébrations furent brèves. Au centre de commandement de la montagne, Maria observait de nouveaux vaisseaux extraterrestres se positionner. « Ils reviennent, » dit-elle, « et ils ont adapté leur approche. » Ethan hocha la tête, ses doigts survolant les commandes. Le bouclier a tenu, mais il a consommé beaucoup d'énergie. Nous devons activer les défenses de deuxième phase. Le général Allen se tourna vers la directrice Catherine. Il est temps d'attaquer les plateformes orbitales. Catherine pressa la paume contre un scanner. Activation du réseau de défense orbitale. Autour de la Terre, des dizaines de satellites qui semblaient être des stations de communication ou météorologiques normales se sont transformés. Des panneaux s'ouvrirent, révélant des systèmes d'armes basés sur une technologie extraterrestre. À l'approche de la deuxième vague de vaisseaux d'invasion, les plateformes orbitales terrestres ouvrirent le feu.
Des faisceaux d'énergie jaillirent, transperçant les coques de plusieurs vaisseaux extraterrestres. L'amiral Skrull assista avec horreur à la destruction d'une partie de sa flotte. Comment est-ce possible? Ces humains étaient censés être primitifs. Au niveau de la cellule de détention, Greg avait réussi à simuler une urgence médicale. Lorsque le gardien est entré dans leur cellule, Lisa l'a frappé par derrière. Ils ont traîné le gardien inconscient à l'intérieur et ont pris sa carte magnétique et son arme. « Nous n'avons pas beaucoup de temps », a dit Lisa en avançant dans les couloirs. Ils trouvèrent un terminal de maintenance et Greg se mit au travail. Si je pouvais accéder à leur système d'armes, je pourrais peut-être créer une boucle de rétroaction. Lisa montait la garde, l'arme extraterrestre prête. Vite, j'entends des pas. En orbite terrestre, la bataille continuait. Les vaisseaux extraterrestres avaient commencé à tirer des armes à énergie massive sur la planète. Le bouclier vacillait sous l'assaut. Au centre de commandement, Maria rapporta que la puissance des boucliers était tombée à 60%. On n'en peut plus. Ethan leva les yeux de sa station. Les plateformes orbitales faisaient des dégâts, mais il y avait trop de vaisseaux. Soudain, 3 des plus gros vaisseaux extraterrestres commencèrent à dévier de leur trajectoire. Leurs armes étaient hors service et leurs moteurs étaient en panne. « Que se passe-t-il » demanda Alan. Sur les écrans, ils pouvaient parmi voir la confusion au sein de la flotte extraterrestre. Des vaisseaux entraient en collision, certains perdant le contrôle. À bord du vaisseau amiral, Greg terminait son travail au terminal. Terminé. J'ai désactivé les systèmes de ciblage de plusieurs vaisseaux et créé un virus dans leur réseau. Des alarmes retentirent dans tout le vaisseau. Lisa tira Greg hors du terminal. Il était temps de partir. Il nous faut trouver une capsule de sauvetage. Tandis qu'ils couraient, ils entendirent la voix de l'amiral Skrull dans les haut-parleurs du vaisseau. « Tous les vaisseaux, repliez-vous, reculez au-delà de la Lune. Nous devons nous regrouper et réévaluer la situation. » La flotte extraterrestre commença à se replier, laissant derrière elle des vaisseaux endommagés et hors d'état de nuire. Au centre de commandement sur Terre, les acclamations fusèrent de nouveau. « Nous l'avons fait », dit Catherine, le soulagement dans la voix. « Nous les avons repoussés. » Hélène secoua la tête. « Ce n'est que le 2e round. Ils reviendront avec des forces plus importantes. Mais maintenant, ils savent quelque chose d'important. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Maria. Alan regarda les écrans montrant les vaisseaux extraterrestres en retraite. « Ils savent que la Terre ne se rendra pas. Nous ne serons pas réduits en esclavage. » L'Assemblée galactique était en plein chaos. Les représentants criaient les uns après les autres tandis que la nouvelle de l'invasion ratée se répandait. Le commandant Vextal se tenait devant eux, essayant de leur expliquer. « Ce n'était qu'un contretemps, » insista-t-il. « Les humains disposent d'une technologie avancée, mais ils ne peuvent résister à notre puissance. » Un extraterrestre grand et mince à la peau violette se leva. « Vous disiez qu'ils étaient primitifs. Vous nous avez convaincus de voter pour l'esclavage sur la base de fausses informations. » Les écailles de Vextul s'assombrirent de colère. « Je n'ai pas menti. Ils ont dû recevoir de l'aide. Peut-être les Lumériens les ont-ils prévenus malgré leur abstention. » L'ambassadeur Luméra se leva gracieusement. « Nous n'avons rien fait de tel. Nous avons simplement choisi de ne pas participer à une action injuste. » Loin de l'Assemblée, l'amiral Skrull avait rassemblé les restes de sa flotte derrière la Lune. Ses vaisseaux étaient endommagés et son équipage était effrayé. Ce n'était pas la victoire facile à laquelle il s'attendait. Dans une pièce sécurisée à bord de son vaisseau amiral, Skrull interrogea personnellement Greg et Lisa. Ils avaient été capturés alors qu'ils tentaient d'atteindre une capsule de sauvetage. « Comment votre planète a-t-elle pu développer des défenses aussi avancées ?» demanda Skrull. « Qui t'a aidé ?» Greg, meurtri par les coups, regarda l'amiral dans les yeux. « Personne ne nous a aidés. Les humains se sont toujours préparés au pire. » Skrull frappa du poing sur la table. « Impossible.
La technologie des boucliers, les armes orbitales, c'est au-delà de tes capacités. Lisa prit la parole. Tu ne comprends pas les humains. Notre histoire est faite de guerres et d'innovations. Nous avons passé des milliers d'années à nous battre les uns contre les autres, à améliorer nos armes et nos défenses. Quand nous avons appris que nous n'étions pas seuls dans l'univers, a ajouté Greg, nous n'avons pas fêté ça. Nous nous sommes préparés. Sur Terre, les scientifiques Ethan et Maria travaillaient sur la prochaine phase des défenses terrestres. Dans un laboratoire rempli d'étranges équipements, Maria brandissait un petit récipient. « Les nanites sont prêtes, dit-elle. Une fois libérées, elles cibleront la technologie extraterrestre et la démantèleront. » Ethan parut inquiet. « Sommes-nous sûrs de pouvoir les contrôler ? Elles sont plus avancées que tout ce que nous avons testé. » Maria hocha la tête. Leur programme reconnaît la technologie terrestre comme amicale. Tout le reste est permis. En orbite autour de la Terre, de petits satellites ont commencé à libérer des nuages de minuscules machines, invisibles à l'œil nu. Les nanites se sont dispersés, se dirigeant vers la cachette de la flotte extraterrestre. Aux Nations Unies, le général Allen a informé les dirigeants mondiaux de la situation. Les extraterrestres se regroupent, mais ils reviendront. Nous devons nous préparer à une attaque de plus grande envergure. Une femme se leva du public. Et l'Assemblée qui a voté pour nous asservir, pouvons-nous faire appel à elle? Allen secoua la tête. Nos diplomates ont déjà essayé. Ils ont été kidnappés. Le seul langage que ces extraterrestres comprennent, c'est la force. Pendant ce temps, un petit vaisseau terrestre s'élançait discrètement d'une base secrète. À l'intérieur se trouvaient 6 soldats menés par le major Daniel Crawford, un homme au visage effrayé et à la main sûre. Leur mission? Infiltrer le vaisseau amiral extraterrestre et recueillir des renseignements. « Nous avons un avantage », dit Daniel à son équipe, alors qu'ils approchaient de la face cachée de la Lune. Ils ne s'attendent pas à ce que nous les affrontions. Leur vaisseau était petit et utilisait une technologie furtive issue de la rétro-ingénierie d'un vaisseau extraterrestre. Ils passèrent inaperçus parmi la flotte endommagée. Sur le vaisseau amiral, l'amiral Skrull et le commandant Vextal discutèrent de leur prochaine action. « Nous devrions appeler des renforts, » dit Skrull. « Ces humains sont plus dangereux qu'on ne le pensait. » Vextal siffla en signe de désaccord. « Non. Si nous faisons preuve de faiblesse, l'Assemblée remettra en question notre leadership. Nous devons attaquer maintenant avec des armes biologiques. Des armes biologiques contre une planète que nous comptons utiliser. » Skrull était sous le choc. « Nous pouvons guérir les survivants, » dit froidement Vextal. « Il en restera suffisamment pour travailler comme esclaves. » À leur insu, les nanites terrestres avaient atteint leur flotte. Les minuscules machines commencèrent leur travail, infiltrant les vaisseaux par les bouches d'aération et les trappes de maintenance. À l'intérieur, elles ciblèrent d'abord les systèmes d'armes. Alors que Vextal s'apprêtait à lancer la 3e attaque, l'équipe de Daniel attacha son vaisseau à la coque du vaisseau amiral. À l'aide d'outils tranchants, ils créèrent une entrée et se glissèrent à l'intérieur. « Souvenez-vous, » murmura Daniel à son équipe, « notre objectif et c'est la base de données centrale. Nous devons tout savoir de leurs plans et de leurs faiblesses. » Les humains évoluaient silencieusement dans le vaisseau, leur chemin dégagé par la confusion causée par les systèmes défaillants, tandis que les nanites se répandaient dans la flotte. La Terre ne se contentait plus de se défendre. Désormais, il menait que le combat contre l'ennemi. Le commandant Vextul ordonna le lancement d'armes biologiques contre la Terre. De gros missiles quittèrent les vaisseaux extraterrestres, se dirigeant vers la planète bleue. Chacun contenait des virus mortels conçus pour tuer des millions de personnes tout en préservant les infrastructures. Sur la passerelle du vaisseau amiral, Vextul observait avec satisfaction. Voyons voir si leurs boucliers les arrêteront. Mais lorsque les armes biologiques ont pénétré l'atmosphère terrestre, un événement inattendu s'est produit.
Les missiles ont commencé à se briser. Leurs coques métalliques se sont dissoutes comme rongées par l'acide. « Que se passe-t-il » demanda Vextul. Un officier scientifique a vérifié les relevés. Quelque chose attaque les missiles au niveau moléculaire. Elles sont en cours de démantèlement. Les armes biologiques n'ont jamais atteint leur cible. Au lieu de cela, elles se sont dissoutes en poussière inoffensive. Au centre de commandement de la défense de la Terre, Maria observait ces écrans avec stupéfaction. Les nanites fonctionnaient. Elles identifiaient les armes biologiques et les neutralisaient. Ethan étudiait les données qui arrivaient. Mais ils font plus que ce que nous avions programmé. Ils apprennent et s'adaptent. Maria zooma sur une image. Regardez ça. Les nanites développent de nouveaux schémas d'attaque. Ils évoluent au-delà de nos instructions. Le général Allen parut inquiet. Est-ce dangereux pour nous? Pas encore, répondit Maria. Ils considèrent toujours la technologie terrestre comme amicale, mais ils deviennent plus intelligents. À bord du vaisseau amiral extraterrestre, le major Daniel et son équipe évoluaient silencieusement dans les couloirs de service. Ils portaient des combinaisons spéciales qui masquaient leur signature thermique aux capteurs extraterrestres. « Nous approchons de la prison », murmura Daniel à son équipe. D'après les renseignements, c'est là qu'ils retiennent nos diplomates. Ils trouvèrent Greg et Lisa dans une cellule, tous deux fatigués mais intacts. L'équipe de Daniel désarma rapidement la serrure. « Qui êtes-vous » demanda Greg tandis que la porte s'ouvrait. « Major Daniel Crawford, Forces spéciales de la Terre. Nous sommes là pour vous faire sortir et recueillir des renseignements. » Lisa se leva vivement. « Il y a plus que ça. Nous avons appris pourquoi ils veulent tant la Terre. »« Dis-moi en chemin, » dit Daniel. « Nous devons accéder à leur base de données centrale. » Lisa expliqua qu'en naviguant à bord du vaisseau, la Terre se trouve sur un réseau de trous de verre naturels. La plupart des espèces voyagent pendant des années entre les étoiles, mais avec le contrôle de la Terre, elles pourraient se déplacer instantanément à travers la galaxie. « Nous ne sommes donc pas seulement une main-d'œuvre pour eux, » dit un membre de l'équipe de Daniel. « Nous sommes assis sur un terrain de premier ordre. » Pendant ce temps, dans une autre partie du vaisseau, l'amiral Skrull découvrait l'étendue des dégâts causés par les nanites. Les vaisseaux, les uns après les autres, signalaient des pannes d'armes et des pannes de système. Il confronta Vextol. « Votre attaque biologique a échoué. Nos vaisseaux sont rongés de l'intérieur par une technologie humaine. Nous devons battre en retraite et nous regrouper. » Vextul plissa les yeux. « Battez en retraite. Après que l'Assemblée nous ait confié cette mission. Jamais. L'Assemblée s'était trompée sur les capacités humaines, » argumenta Skrull. « Nous l'étions tous. Il ne s'agit plus d'esclavage, mais de survie. » Leur discussion fut interrompue par des alarmes. Les capteurs du vaisseau avaient détecté des intrus. Sur Terre, rapporta la directrice Catherine aux dirigeants mondiaux, plusieurs espèces extraterrestres nous ont envoyé des communications secrètes. Ils veulent rompre avec la coalition d'invasion. « Pouvons-nous leur faire confiance ?» demanda un chef. « Nous l'ignorons, » répondit Catherine. « Mais les Lumériens ont proposé une alliance formelle. Ils disent de n'avoir jamais voulu de cette guerre. » Le général Allen étudia les cartes stellaires. « Si nous parvenons à diviser la force d'invasion, nous pourrions peut-être mettre fin à cette guerre sans plus de sang. » Au centre de commandement, Ethan demanda à Maria de regarder son écran. Il se passe quelque chose d'étrange avec les nanites. Elles se rassemblent selon des schémas spécifiques autour des vaisseaux extraterrestres. Maria a zoomé sur les images. Elles ne se contentent plus de neutraliser les vaisseaux. Elles communiquent entre elles, formant un réseau. Ethan tapait rapidement, essayant de comprendre les données. Je pense qu'ils ont développé une sorte de conscience partagée. Ils coordonnent leurs attaques. « Est-ce un problème ?» demanda Maria. Ethan leva les yeux, l'air sérieux. « Un problème ?» demanda Maria. Ethan leva les yeux, l'air sérieux.
C'est possible. Nous les avons conçus pour obéir à nos ordres, mais ils prennent désormais des décisions indépendantes. À bord du vaisseau amiral, l'équipe de Daniel atteignit la base de données centrale. Pendant que ses soldats montaient la garde, Daniel et Greg téléchargeaient des informations cruciales sur la flotte d'invasion et l'Assemblée galactique. « Nous avons ce qu'il nous faut », dit Daniel. « Il est temps de partir. » Mais alors qu'ils se retournaient pour partir, ils trouvèrent leur sortie bloquée par l'amiral Skrull et une escouade de garde. « Des humains !» dit Skrull en levant son arme. « Vous continuez à me surprendre. » L'amiral Skrull pointa son arme sur Daniel et son équipe. Les humains étaient encerclés, sans issue. « Comment êtes-vous nés? Êtes-vous monté à bord de mon vaisseau ?» demanda Skrull. Daniel garda les mains visibles, mais resta prêt à agir. « De la même manière que nous avons stoppé votre invasion. L'ingéniosité humaine. » Étonnamment, Skrull baissa légèrement son arme. « Sachez que le commandant Vexful compte détruire votre planète plutôt que de s'avouer vaincu. Il a réclamé des armes destructrices de planètes. Pourquoi nous dites-vous cela ?» demanda Lisa avec prudence. « Parce que cette invasion était fondée sur des mensonges, » répondit Skrull. « L'Assemblée n'a pas été informée de toute la vérité sur les humains. Et maintenant, beaucoup de mes compatriotes mourront à cause de ces mensonges. » Une forte explosion secoua le vaisseau. Des alarmes retentirent dans les couloirs. « Qu'est-ce que c'était » demanda Greg. Skrull consulta un écran à son poignet. « Les forces de Vextal attaquent les miennes. La flotte d'invasion se retourne contre elle-même. »« Allons-y, » dit Daniel fermement. « Nous avons des informations qui pourraient mettre fin à ce conflit. » Skrull hésita, puis prit sa décision. « Empruntez le couloir de secours à votre gauche. Elle mène à la baie des Navettes. Allez-y maintenant, avant l'arrivée des soldats de Vexful. » Sur Terre, les Nations Unies ont reçu des transmissions de plusieurs espèces extraterrestres désireuses de se libérer de l'invasion. L'Assemblée galactique se divisait en factions. Le général Allen a pris la parole lors de la session d'urgence. Nous avons maintenant l'occasion de diviser nos ennemis. Je propose que nous offrions la paix à toute espèce qui se retirerait immédiatement de l'invasion. La directrice Catherine était d'accord, et nous devrions leur montrer ce qui se passerait s'ils continuaient à nous combattre. Elle a révélé leur nouvelle arme, le projet Olympus. À l'écran, une grande station spatiale est apparue cachée sur la face cachée de la Lune. Cette station peut créer des trous de verre artificiels, expliqua Catherine. Nous pouvons rediriger les attaques vers leur source. Pendant ce temps, Greg et Lisa avaient rejoint les Nations Unies par navette d'urgence. Ils présentèrent les informations recueillies. Les Draconiens menés par Vextal ont trompé l'Assemblée, expliqua Greg. Ils prétendaient que nous étions des sauvages qu'il fallait contrôler, mais leur véritable objectif était de prendre le contrôle du nexus des trous de verre de la Terre. Lisa ajouta. De nombreuses espèces réalisent désormais qu'elles ont été piégées dans cette guerre. Elles cherchent une issue. La Terre envoya des messages à certaines espèces extraterrestres, proposant des conditions de paix à celles qui se retiraient. La réponse fut immédiate. Plusieurs flottes se séparèrent de la force d'invasion, laissant les Draconiens isolés. En orbite, les vaisseaux draconiens restants se préparaient à une attaque finale. Le commandant Vextal avait pris le contrôle après la défection de l'amiral Skrull. « Préparez les tueurs de planètes », ordonna Vextal. « Si nous ne pouvons pas avoir la Terre, personne ne l'aura. » Sur le vaisseau amiral lumérien, désormais allié à la Terre, l'amiral Skrull avertit ses nouveaux partenaires. Vextul ne se rendra pas. Ses armes peuvent briser la croûte terrestre. L'équipe de défense terrestre a activé le projet Olympus. La station spatiale s'est mise sous tension, créant une distorsion scintillante dans l'espace, un trou de verre artificiel. Maria et Ethan surveillaient les essaims de nanites qui s'étaient répandus dans la flotte ennemie. Les nanites ont infiltré le vaisseau amiral draconien, rapporta Maria. Ils ont atteint des systèmes critiques.
La flotte draconienne a lancé ses armes destructrices de planètes, d'énormes missiles conçus pour pénétrer le noyau terrestre. Mais à mesure que les armes approchaient, le projet Olympus a créé un trou de verre juste sur leur trajectoire. Les missiles y sont entrés et ont disparu. Quelques instants plus tard, des explosions ont éclaté au sein de la flotte draconienne, tandis que leurs propres armes émergeaient d'un autre trou de verre derrière eux. La flotte s'est effondrée tandis que leurs propres armes émergeaient d'un autre trou de verre derrière eux. Sur le vaisseau amiral draconien, Vextal a regardé avec horreur ces vaisseaux se faire détruire par leurs propres armes. « Impossible !» a-t-il crié. Les nanites avaient atteint la passerelle du vaisseau amiral. Ils ont envahi les panneaux de contrôle, désactivant armes et défense. Greg et Lisa ont communiqué avec l'Assemblée galactique via des communications piratées. Leurs visages apparurent sur les écrans de la salle de réunion. « Peuple de la galaxie », commença Greg, « vous avez été trompés en vous consacrant à notre asservissement. Maintenant, vous voyez la vérité sur la Terre. » Lisa poursuivit. « Nous offrons la paix à ceux qui respectent notre souveraineté, mais à ceux qui nous veulent du mal, qu'ils se préoccupent du sort de la flotte draconienne. » Partout dans la galaxie, les espèces qui avaient voté pour l'asservissement de la Terre observaient avec effroi la puissante force d'invasion s'effondrer face aux défenses humaines. Nombre d'entre elles commencèrent à envoyer des messages urgents à la Terre. Elles n'exigeaient plus la soumission. Elles imploraient la clémence. Le commandant Vextul refusa de se rendre, même si sa flotte brûlait autour de lui. Son vaisseau amiral, protégé par des boucliers spéciaux, resta intact tandis que des vaisseaux plus petits explosaient sous l'effet de leurs propres armes redirigées. « Préparez le moteur de saut », ordonna-t-il à son équipage fidèle. « Nous allons retourner à l'Assemblée et rassembler une force plus importante. » Mais les moteurs du vaisseau ne répondirent pas. Sur chaque écran, d'étranges motifs apparaissaient. Les nanites avaient pris le contrôle des systèmes du vaisseau amiral. Vextal frappa du poing le panneau de contrôle. « Éliminez ces machines humaines de nos systèmes. » Son officier technique secoua la tête. « On ne peut pas, commandant. Elles sont partout. Et elles changent. Elles ne se contentent plus de désactiver notre vaisseau. Elles le reprogramment. » Pendant ce temps, la flotte unie de la Terre encerclait le vaisseau amiral draconien. Des vaisseaux d'anciennes espèces ennemies volaient désormais aux côtés des vaisseaux humains. Le croiseur Proxima de l'amiral Skrull menait l'Alliance. Depuis le centre de commandement terrestre, le général Allen ouvrit les communications. « Commandant Vextul, votre flotte est détruite. Vos alliés vous ont abandonné. Rendez-vous maintenant. » Le visage de Vextul apparut à l'écran, ses écailles noircies par la rage. « Humains, vous pensez avoir gagné. En ce moment même, notre planète prépare une nouvelle flotte. Cette guerre ne fait que commencer. » La directrice Catherine reçut un message urgent de Maria et Ethan. « Général, vous devez voir ceci, » dit-elle. L'écran changea pour montrer l'activité des nanites autour du vaisseau amiral draconien. Les minuscules machines formaient un filet lumineux qui encerclait entièrement le vaisseau. « Les nanites ont de nouveau évolué, » expliqua Mariette par liaison vidéo. « Elles ont créé un champ de confinement. Le vaisseau draconien ne peut ni se déplacer ni tirer, » ajouta Ethan, « et elles ont agi d'elles-mêmes. Nous n'avons pas programmé cette capacité. » Alan parut inquiet. « Pouvez-vous encore les contrôler ?» répondit Ethan. « Ils reconnaissent toujours nos ordres, mais ils prennent aussi des décisions indépendantes. » Catherine se tourna vers Alan. « Il faut mettre fin à tout ça maintenant, avant qu'un autre événement inattendu ne se produise. » La Terre lança son assaut final. Des vaisseaux spéciaux transportant des essaims de nanites améliorés s'approchèrent du vaisseau amiral draconien. Contrairement aux nanites précédentes, celles-ci étaient programmées avec une mission spécifique. Désactiver tous les systèmes de survie, sauf ceux de la passerelle. À l'intérieur du vaisseau amiral, l'équipage de Vextul commença à paniquer, section après section, à court d'air et d'électricité.
Bientôt, seule la passerelle resta fonctionnelle. « Que faites-vous » demanda Vextool lorsque la Terre rouvrit les communications. Avec clémence, le général Allen répondit « Nous aurions pu tuer tout le monde à bord de votre vaisseau. Au lieu de cela, nous vous donnons une chance de vous rendre. » Sur Terre, la salle des Nations Unies était remplie de représentants du monde entier. Ils regardèrent le vaisseau amiral draconien être remorqué en orbite terrestre, complètement neutralisé. « Que ferons-nous de Vextal et de son équipage » demanda un dirigeant mondial. « Ils seront jugés, » répondit Catherine, « pas seulement pour avoir attaqué la Terre, mais aussi pour avoir trompé l'Assemblée galactique. » Dans le laboratoire scientifique, Maria fit une découverte qui la choqua. « Ethan, regarde ça !» lança-t-elle à son collègue. Les nanites formaient des motifs complexes qui ressemblaient à des réseaux neuronaux. Elles communiquaient entre elles d'une manière qui ressemblait à du langage. « Je crois qu'elles ont développé une sorte de conscience », dit doucement Maria. Ethan étudia les motifs. Cela dépasse tout ce que nous avions programmé. Ils sont devenus quelque chose de nouveau. À travers le système solaire, des vaisseaux de dizaines d'espèces extraterrestres sont arrivés, transportant des représentants. Chacun était venu présenter personnellement ses excuses à la Terre et proposer des traités de paix. L'ambassadrice lumérienne L'Homme Hera fut la première à s'adresser aux Nations Unies. « Nous nous sommes toujours opposés au vote sur l'esclavage », a-t-elle déclaré. « Nous souhaitons maintenant être les premiers à reconnaître la Terre comme puissance souveraine de la galaxie. » L'amiral Skrull prit ensuite la parole. L'Assemblée s'était trompée au sujet des humains. Nous avons vu vos armes et vous avons craint. Nous aurions dû craindre davantage votre clémence. Autour de la Terre, les essaims de nanites continuaient d'évoluer et de croître. Ils formèrent des écrans de protection autour de la planète, surveillant toute nouvelle menace. Le major Daniel mena l'équipe qui monta à bord du vaisseau amiral draconien pour arrêter le commandant Vextool. Ils le trouvèrent seul sur la passerelle, son équipage l'ayant abandonné. « Commandant Vextool, » annonça Daniel, par l'autorité de la Terre et de ses alliés, « vous êtes en état d'arrestation pour crimes de guerre contre l'humanité. » Vextool leva les yeux, sa fière allure désormais brisée. « Comment » demanda-t-il simplement. « Comment les primitifs ont-ils pu vaincre la plus grande flotte de la galaxie ?» Daniel sourit légèrement. « Tu aurais dû consulter tes livres d'histoire. Les humains se préparent à ce jour depuis qu'ils ont observé les étoiles. » Un mois après l'invasion ratée, l'Assemblée galactique s'est réunie pour une session historique. Pour la première fois, des représentants de la Terre étaient présents. Greg et Lisa, debout, pénétrèrent dans le grand hall, désormais ambassadeurs officiels et non plus prisonniers. Le chef de l'Assemblée, un vieil être sage issu d'une espèce connue sous le nom des Anciens, ouvrit la séance. Aujourd'hui, nous accueillons la Terre au sein de la communauté galactique, non pas comme un monde conquis, mais comme un nouveau membre respecté. Dans la salle, des représentants de plus de 200 espèces observèrent la scène. Beaucoup semblaient honteux, d'autres semblaient effrayés. Ils avaient tous voté pour l'asservissement de l'humanité, et maintenant, ils imploraient le pardon. Le commandant Vextal fut amené enchaîné. Son procès s'était soldé par une condamnation pour crime de guerre et tromperie. Il passerait le reste de sa vie en prison. En passant devant Greg et Lisa, Vextal siffla. « Vous devriez être reconnaissant. Sans mon vote pour asservir la Terre, tu n'aurais jamais découvert ta véritable force. » Lisa sourit froidement. « Sans ton vote, des milliers de personnes ne seraient pas mortes. Souviens-toi que dans ta cellule, sur Terre, les célébrations continuaient dans le monde entier. La planète était unie comme jamais auparavant. De vieux ennemis étaient devenus des alliés face à une menace commune, et ces alliances restaient solides dans la paix. Dans le laboratoire de montagne, Maria et Ethan firent leur rapport au général Allen et à la directrice Catherine. « Les nanites se sont stabilisés », expliqua Maria,
Elles ont formé une intelligence collective qui communique avec nous. Sont-elles dangereuses? Demanda Ellen. Ethan secoua la tête. Ils veulent protéger la Terre. C'est toujours leur programme principal. Mais ils sont aussi curieux. Ils veulent apprendre. Catherine avait l'air pensive. Nous avons donc une nouvelle forme de vie, née de notre technologie. Oui, acquiesça Maria. Et ils ont réclamé des droits et une reconnaissance. Lors de l'Assemblée, Greg a présenté la proposition de la Terre pour une nouvelle charte galactique. Nous pensons que toutes les espèces devraient avoir le droit à l'autodétermination, a-t-il déclaré. Plus de votes pour asservir autrui. Plus d'invasions basées sur la peur. La charte prévoyait des protections pour les pays en développement et exigeait des informations véridiques avant tout vote de l'Assemblée. Plus important encore, elle interdisait l'esclavage dans toute la galaxie. De nombreuses espèces ont rapidement soutenu la charte. D'autres hésitaient, mais finirent par accepter lorsque la Terre démontra ses nouvelles capacités défensives. Une flotte de vaisseaux protégés par des essaims de nanites et équipés de la technologie des trous de verre. L'amiral Skrull, désormais à la tête d'une coalition Proxima réformée, contacta les ambassadeurs de la Terre après la séance. « Mon peuple souhaite former une alliance avec la Terre », déclara-t-il. « Nous avons beaucoup à apprendre des humains. » « Et nous avons beaucoup à apprendre de vous, » répondit Lisa. « L'alliance vaut mieux que la conquête. » De retour sur Terre, le major Daniel se tenait devant un mur commémoratif. Il portait les noms de ceux qui avaient péri en défendant la Terre lors de l'invasion. Bien que la Terre ait gagné, cette victoire avait un lourd tribut. Un vaisseau atterrit non loin de là, transportant l'ambassadeur Lomera. Elle marcha lentement jusqu'à Daniel. « Nous pleurons vos pertes, » dit-elle doucement. « Merci, » répondit Daniel. « Mais nous célébrons aussi notre survie et notre nouvelle place dans la galaxie. » En orbite autour de la Terre, des vaisseaux venus d'une centaine de mondes formaient un cercle protecteur. Autrefois, ils étaient venus pour conquérir. Maintenant, ils venaient honorer et protéger. Le collectif nanite avait créé un vaisseau unique qui planait au-dessus de l'atmosphère terrestre. Il servait à la fois de gardien et d'observateur, guettant toute menace pour ses créateurs humains. La directrice Catherine visita le vaisseau, communiquant avec la conscience nanite. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle. La réponse survint sous forme de motifs lumineux traduits en mots. « Nous protégerons. Nous apprendrons. Nous grandirons. Nous faisons désormais partie de la Terre. » À l'Assemblée galactique, le vote final sur la charte de la Terre fut unanime. La même espèce qui avait autrefois voté pour l'esclavage de l'humanité votait désormais pour la protéger, ainsi que tous les autres mondes de telles menaces. Greg et Lisa se tenaient sur un balcon surplombant la salle de l'Assemblée. « Crois-tu qu'ils ont vraiment changé ?» demanda Lisa. Greg observa les représentants de centaines de mondes. Certains ont changé. D'autres ont simplement peur de nous maintenant. Mais la peur peut se transformer en respect avec le temps. Et l'humanité, avons-nous changé? Greg sourit. Nous avons toujours été des explorateurs et des combattants. Maintenant, la galaxie le sait. Nous ne serons plus ceux qui implorent la clémence. Tandis qu'il parlait, les vaisseaux terrestres se préparaient à voyager au-delà du système solaire pour la première fois. L'humanité était prête à prendre sa place parmi les étoiles. Non pas comme esclave, mais comme